Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 152e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre d'Alex Demers écrit en 2024 qui s'appelle « Les règles du jeu ». Donc l'auteur commence ce livre-là en nous posant des questions. Donc il dit « Est-ce que tu es rémunéré à ta juste valeur? Est-ce que ton horaire et ton environnement de travail te conviennent? Est-ce que tu apprécies les tâches et les responsabilités de ton poste? Ton revenu est-il suffisant pour répondre à tes besoins financiers? Et est-ce que tu as l'impression de maximiser ton plein potentiel? » Il dit que si tu as répondu oui à toutes ces questions-là, ben, tu peux remettre le livre sur l'étagère. Là, je me suis dit, merde, j'étais en vacances à Cape Cod, puis j'avais répondu oui à tout ça. Tu sais, moi, je trouve que je suis bien rémunéré, j'aime mon travail, j'aime mon horaire, je maximise mon plein potentiel. Mais bon, je comprends que c'est pas la situation pour plusieurs d'entre nous, puis que c'est intéressant pour le podcast de résumer ce livre-là quand même pour ceux qui seraient dans une situation où ils ne sentent pas qu'ils sont rémunérés à leur juste valeur ou qu'ils n'ont pas un revenu assez grand par rapport à ce qu'ils font ou qui aiment juste tout simplement pas leur travail. De toute façon, rendu là, j'avais loué 4 livres à la bibliothèque, j'étais sur la plage, je ne pouvais pas les ramener au Québec, j'étais aux États-Unis, donc tant qu'à être rendu là, je me suis dit, je vais le lire, puis je vais faire une synthèse aux personnes concernées. Donc l'objectif du livre, c'est vraiment d'outiller le lecteur pour générer plus d'argent selon ses propres conditions de travail. J'avais quand même hâte de le lire parce que j'écoute le podcast d'Alex Demers depuis au moins 4-5 ans, puis c'est le plus constant et le plus transparent, je trouve, des autres podcasts que j'écoute en français. Donc, son podcast s'appelle Finance 360. Premier élément de synthèse, c'est « Et si la majorité avait tort ?» Donc, dans le chapitre 3, il commence avec une citation. « Ne me dites pas quelles sont vos priorités. Montrez-moi où vous dépensez votre argent et je vous dirai quelles sont vos priorités, où ce qu'elles sont. » Donc, pour reprendre le contrôle de ses finances, il faut absolument éviter de se comparer aux autres. Comme je l'ai répété plusieurs fois, en fait quelques fois, ça revient à ce que Morgan Housel disait, que le bonheur est facile, mais que le bonheur relatif est impossible. J'ai entendu aussi l'expression anglaise qui ressemble à Comparison is the thief of joy. Donc, la comparaison, c'est le voleur du bonheur. Donc, il faut arrêter de se comparer. Le ratio d'endettement moyen des Canadiens, selon l'auteur, était à 185% au moment d'écrire le livre, et c'est avec ce monde-là que vous vous comparez sur Instagram, TikTok ou peu importe. Donc, vous vous comparez avec des gens qui sont endettés à 185%. Donc, est-ce que c'est ton objectif de te fondre dans la masse puis de faire comme ces gens-là en t'endettant jusqu'à la gorge? Est-ce que c'est vraiment ce qui répond à ton style de vie souhaité et à tes ambitions? Donc, si tu souhaites vivre selon tes propres conditions, tu vas devoir faire fi de cette pression sociale-là de consommer qui va à l'encontre des croyances populaires et ce qui est reconnu dans la société. Exemple, avoir un nouveau char, mais tu vas te faire féliciter pour ton nouvel achat et tout ça, alors que tu es en train de t'endetter. La plupart du temps, quand on ajoute un char neuf, les gens s'endettent. L'auteur continue en disant qu'une maison, c'est pas un bon investissement. Donc, il dit qu'on regarde souvent la prise de valeur d'une maison pour dire le prix d'achat puis la prise de valeur d'une maison pour dire wow, tu as acheté ça 70 000 puis 44 ans plus tard, ça vaut 400 000 mais on ne tient pas compte de tous les frais connexes, les taxes, les réparations, les décorations, les assurances, l'intérêt, l'hypothèque et même avec le gain en capital, tous ces frais-là inclus, le rendement des maisons n'est pas si impressionnant. Il y a beaucoup d'entretien aussi, des frais imprévus, des bris de toiture, puis c'est toi qui dois s'en occuper, comme la pelouse, le déneigement, puis tout le reste. L'auteur suggère plutôt d'être locataire pour avoir une plus grande flexibilité budgétaire, mais aussi une plus grande flexibilité pour déménager si tu as un voisin qui ne fait pas ton affaire. Il dit que ça permet aussi d'investir ou d'avoir du lousse pour démarrer une entreprise ou démarrer ton travail à ton compte. Sinon, ben, si tu veux être propriétaire, il suggère de commencer avec un immeuble à revenu en étant propriétaire occupant. Tu vas pouvoir ainsi déduire les dépenses d'entretien et en partie les intérêts de ton hypothèque et te faire payer en même temps par des locataires. Donc, l'idée est intéressante ici. J'avais pensé à ça là, pour peut-être si une de mes filles un jour va étudier ailleurs. Et je me dis moi-même que j'aurais dû faire ça comme premier achat de maison. Donc, ma première maison, moi, c'est un jumelé. J'aurais peut-être dû acheter le jumelé au complet, puis au moins louer l'autre côté ou un triplex. Donc, si c'est à refaire, peut-être que je ferais les choses différemment. Il aborde ensuite l'épidémie de la dette. Donc, on est toujours dans le point si la majorité avait tort, parce que la majorité des gens achètent des maisons et la majorité des gens ben, souffrent de l'épidémie de la dette. L'auteur dit de ne pas gaspiller ton argent durement gagné en te comparant aux autres. Tu vas pouvoir perdre de cette façon-là la maîtrise de tes finances si tu te compares aux autres.
Il dit que la carte de crédit, c'est un outil de transaction, c'est pas de l'argent gratis. Si tu ne serais pas en mesure de payer ce que tu veux t'acheter immédiatement cash, ça veut dire que tu n'as pas les moyens. Tu peux prendre 21 jours pour payer, mais tu devrais avoir une règle de pouvoir le payer tout de suite si tu en avais besoin. En fait, si tu pouvais. Donc, si tu veux t'acheter un téléphone à 1000 $, ben si tu as le 1000 $ dans ton compte, tu peux le payer avec ta carte pour avoir les points puis payer dans 21 jours si tu veux. Mais si tu arrives pour acheter le téléphone puis tu n'as pas le 1000 $ dans ton compte puis tu payes avec ta carte seulement puis tu te dis je ferai ce que je peux dans 21 jours, ben c'est là que les problèmes commencent. Donc, l'auteur propose 3 solutions pour reprendre le contrôle de tes finances quand tu es déjà dans le trouble. La première façon, c'est la consolidation de dette. Donc, ça veut dire de regrouper toutes tes dettes en ayant un seul prêt qui est souvent un peu plus bas en termes d'intérêt, de taux d'intérêt, pour faciliter ta reprise, là, pour faciliter que tu prennes le dessus sur tes dettes. Deuxième solution, c'est la proposition au consommateur. Donc, c'est la solution à la faillite où tu vas rembourser une partie de tes dettes avec une entente auprès de tes créanciers. Donc, les créanciers vont des fois faire des ententes parce qu'ils préfèrent recevoir une partie de ce que tu leur dois plutôt que rien du tout. Et ça, ben, ça va te protéger de la saisie de ton salaire, là. Et la troisième solution, ils appellent ça 3 solutions pour reprendre le contrôle des finances, mais c'est plutôt des conséquences, on dirait. Donc, le troisième, c'est la faillite. Donc là, on va saisir tes biens pour rembourser tes créanciers. Tes dettes vont tout être effacées, mais ils vont pouvoir saisir ton salaire pour continuer à rembourser les créanciers pendant 9 à 21 mois. Je n'ai pas vérifié cette info-là, ça vient vraiment du livre. Lorsque tu fais une proposition au consommateur ou une faillite, il y a une tâche à ton dossier, c'est plus difficile ensuite d'emprunter et les taux à faire mais en fait, les taux que tu vas recevoir pour hypothèque ou peu importe vont être beaucoup plus élevés. Donc, rendu là, il faut faire affaire avec un professionnel. Deuxième élément de synthèse, ne plus dépendre de ton boss. Donc, dans le chapitre 8, l'auteur suggère de quitter progressivement ton emploi de salarié pour plus avoir de boss. Il dit en revanche qu'en plus de l'équipement, on doit s'occuper de la facturation, de la comptabilité et bâtir une clientèle. Donc, si vous n'avez pas de budget prévu pour faire de la prospection ou du marketing, bien, il dit que ça ne va pas fonctionner ce que vous voulez commencer comme travailleur autonome ou comme entreprise. Il aborde justement aussi la question de travailleur autonome versus incorporation. Le Inc. ne va pas te permettre de faire de l'évasion fiscale, c'est plutôt de laisser de l'argent dans la compagnie qui est moins imposé. Mais pour réussir à profiter de l'incorporation en gardant de l'argent dans l'entreprise qui est moins imposé pour l'investir, tu dois d'abord dégager un certain nombre de profits, là. Si tu arrives à la fin de l'année, tu te payes ton salaire pour vivre, puis il te reste 0 $ dans la compagnie, mais ça ne valait pas la peine de t'incorporer. En tout cas, si l'objectif c'était d'avoir de l'argent à l'abri de l'impôt un peu dans la compagnie pour l'investir. Il dit aussi qu'exploiter une entreprise, c'est plus coûteux. Un Inc., là, c'est plus coûteux et plus complexe qu'être travailleur autonome. Puis là, je dis entreprise, mais je pense qu'il faudrait que je dise société, là. C'est plus complexe qu'être travailleur autonome. Il faut environ, selon lui, 1400 $ pour immatriculer ta société par action. Il y a aussi des frais de comptabilité d'environ 2000, 3500 pour tes impôts, états financiers et autres documents. Ça permet cependant, selon lui, d'améliorer ta crédibilité et aussi de pouvoir reprendre ta société dans le futur si tu décides de vendre un jour. Donc, il présente les étapes pour se lancer à son compte. 1. S'immatriculer au registre des entreprises. Donc, tu vas avoir un numéro d'entreprise du Québec, un NEC, NEQ. La seule façon de ne pas prendre ce numéro, c'est si tu es travailleur autonome et que ton entreprise individuelle est sous un nom qui inclut ton prénom et ton nom de famille. Donc, exemple, John et John Finances fondamentales. Donc, ça pourrait être le nom de mon entreprise. Je n'aurais pas besoin de numéro d'entreprise dans ce cas-là. Deuxième étape, un coup que tu es immatriculé au registre des entreprises, c'est de s'inscrire au fichier de la TPS-TVQ. Donc, si tu dépasses 30 000 $ de revenus dans un trimestre ou au cours des 4 derniers trimestres, tu dois donc t'inscrire à la TPS-TVQ. Tu vas devoir taxer tes clients, mettre cet argent-là de côté et la redonner au gouvernement par la suite. Donc, si tu vends des produits ou des services, tu vas devoir charger, je dis 15 % arrondi, à tes clients, garder cet argent-là parce que c'est le gouvernement qui va te la demander par la suite. Et troisième étape pour démarrer ton entreprise, assumer les cotisations obligatoires comme travailleur autonome. Donc, assumer la RRQ, le RQAP. Donc, tout ça va être payé annuellement lors de ta déclaration d'impôt. Tu dois donc prévoir ton argent en conséquence. J'aime ces étapes-là, mais si vous voulez vraiment creuser ce point-là, je vous suggère plutôt le livre de Margaret Kerr et Joanne Kurtz, écrit en 2016, Créer son entreprise pour les nuls au Québec. Je l'ai résumé dans l'épisode 73 et on allait vraiment dans le détail, un peu dans l'épisode, mais beaucoup plus dans le livre, de c'est quoi toutes les étapes là, nécessaires pour créer une entreprise au Québec. Troisième élément de synthèse pour le livre d'Alex Demers, c'est dénicher ses premiers clients.
Donc, dans le chapitre 9, l'auteur dit qu'il n'y a aucune idée miraculeuse qui va pouvoir te garantir un succès. Il faut donc éviter de planifier pour planifier, puis encore plus planifier. Le meilleur truc, selon lui, c'est de se lancer rapidement et de s'ajuster en cours de route. Il faut te questionner par contre sur tes forces et tes intérêts pour trouver dans quoi te lancer. Donc, il propose des questions à la page 139 que je trouve honnêtement plus ou moins utiles. Donc, je ne vais pas les répéter ici. L'important, en gros, c'est d'être passionné dans ce que vous vous lancez. Ce qui va te permettre de gagner de l'argent par tes propres moyens se trouve au croisement de trois choses selon l'auteur. Quelque chose dans quoi tu es bon, quelque chose qui te passionne et quelque chose que la société désire ou a besoin. Donc, si tu réussis à être au croisement de ces trois éléments-là, ben, tu vas probablement réussir à générer de l'argent avec ton idée. Il faut ensuite réfléchir à ton client idéal. Ton client idéal a quel âge? Quel genre? C'est quoi ses revenus? C'est quoi sa localisation, ses problèmes, ses désirs, ses besoins? Où est-ce qu'il s'informe? Tu vas pouvoir ainsi mieux cibler avec ton marketing et ta prospection au lieu de gâcher tes ressources à essayer de solliciter des gens qui ne font pas partie de ton client idéal, de ton public cible. On ne rejoint donc pas de la même façon une personne de 20 ans puis une personne de 65 ans. Il dit qu'au début, on va partir surtout avec des contacts quand on va démarrer en entreprise. Il y a plusieurs personnes qui vont refuser, mais pour ceux qui vont accepter, il faut leur donner des incitatifs pour avoir de la visibilité. Visibilité. Par exemple, tu pourrais donner 50 pour chaque client qui est recommandé, qui va conclure avec ton service ou ton produit. Tu pourrais donner 10 de rabais pour son prochain achat pour chaque client recommandé. Ou tu pourrais dire, si tu donnes 3 recommandations, ben, tu as une gratuité. Donc, une fois que le réseau de contacts va être saturé, là, tu vas pouvoir mobiliser des stratégies de marketing et c'est là que le public cible va devenir important pour bien cibler tes annonces, tes publicités. L'auteur parle ensuite de débuter comme un débutant. Donc, si ton domaine ne nécessite pas de diplôme, donc exemple, si tu veux être avocat, ça va te prendre ton diplôme, là, mais il y a d'autres choses qui n'en nécessitent pas, il dit que tu vas devoir prendre l'expérience avant de commencer à charger de gros prix. Il donne deux exemples. Tu pourrais travailler bénévolement, par exemple, comme barbier. C'est pas excitant parce que c'est pas payant, mais parfois c'est la seule façon. Peut-être en échange de commentaires favorables sur les réseaux sociaux ou en ligne. Donc, tu pourrais faire tes premières coupes de cheveux pourraient être gratuites, mais tu demanderais aux personnes qui viennent de donner un commentaire favorable sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, tu pourrais proposer des tarifs réduits. Donc, ça attire de la clientèle et ils n'ont pas trop d'attentes. Donc, c'est soit c'est neutre, soit qu'ils viennent te voir, puis finalement, c'est correct, il n'y avait pas d'attente, ou soit c'est un client gagné qui va revenir te voir par la suite. Tito's Handmade Vodka is America's favorite vodka for a reason. From the first legal distillery in Texas, Tito's is 6 times distilled till it's just right and naturally gluten-free, making it a high-quality spirit that mixes with just about anything, from the smoothest martinis to the best Bloody Marys. Tito's is known for giving back, teaming up with nonprofits to serve its communities and do good for dogs. Make your next cocktail with Tito's. Distilled and bottled by Fifth Generation Inc., Austin, Texas. 40% alcohol by volume. Savor responsibly. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Une troisième façon aussi, ça pourrait être d'être payé pour apprendre. Donc, tu pourrais travailler dans une compagnie qui fait ce que tu veux faire plus tard pour apprendre pendant 1 an ou plus. Puis un coup que tu es rendu compétent, mais là, tu peux te partir à ton compte, bien sûr, s'il n'y a pas de règles à respecter là, anti-compétition. J'ai pas le bon mot, mais vous savez ce que je veux dire. Il y a un terme précis pour ça, là. Donc, quatrième élément de synthèse, c'est gagner plus en travaillant moins. Donc, c'est le chapitre 12 qui nous parle de ça. Et l'auteur dit que l'essentiel, c'est de concentrer son temps là, sur les activités qui vont produire le meilleur rendement au lieu d'essayer de travailler plus que tout le monde. On ne devrait pas se vanter, selon lui, d'avoir un emploi du temps qui est chargé. La plupart des gens qui font ça, selon lui, sont
inefficaces la plupart du temps. Donc, ils vont dire qu'ils font 50 heures par semaine, mais il y a 15 heures là-dedans qui est efficace. Vous devez donc, selon lui, acheter du temps en confiant des tâches moins grandes ou moins importantes en termes de rendement, mais qui sont essentielles à des employés. Si une tâche n'est pas essentielle, vous ne devriez pas la déléguer, vous devriez l'éliminer. Il parle d'effet de levier avec son car wash, par exemple, où il y avait un pourcentage sur chaque voiture lavée, même si lui ne la lavait pas. Et il existe plusieurs types de leviers selon lui. Le premier type de levier, c'est le levier du temps. Il dit de ne pas croire que tu peux réussir sans travailler. Le message, c'est plutôt de mettre ton énergie dans les bonnes tâches. Ensuite, il dit que toutes les tâches à faible rendement devraient être déléguées, comme tondre sa pelouse. Si payer quelqu'un coûte moins cher que ton salaire de l'heure, tu devrais déléguer. Là, je vais être honnête avec vous, je décroche un peu. C'est la même chose avec le ménage, puis le déneigement, puis la bouffe. À un moment donné, c'est pas comme si le soir, j'étais 100% efficace. Donc peut-être que je suis mieux de faire ces tâches-là plutôt que de dire, faire semblant que je travaillais 8 heures dans la journée puis je travaillais 4 heures le soir parce que mon salaire horaire, c'est 100 pièces de l'heure. Ça vaut pas la peine que je fasse du ménage, que je déneige ou que je fasse de la bouffe pour mes enfants. Même si j'aime mieux jouer à des jeux vidéo le soir, ben Chris, faire le ménage puis de la bouffe, ça fait partie de la vie. Moi, des fois, quand je vois des vidéos de même sur Internet, là, que tout ce qui est en bas de 100 pièces de l'heure, tu devrais pas le faire, tu devrais le déléguer parce que tu es bien plus efficace à travailler qu'à faire ces tâches-là. C'est pas vrai que je vais travailler 16 heures par jour, là. Donc, si je fais déjà 8-9 heures à job, puis qu'il me reste 3-4 heures le soir quand les filles sont couchées, ben, je peux bien faire de la bouffe ou faire du ménage, là. C'est pas vrai que je vais être efficace à fond pendant 16 heures tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Fait que des fois, là, moi, quand je dis des choses de même, là, où je vois des vidéos passer, le TikTok et ces affaires-là de tu devrais jamais faire des tâches en bas de 100 pièces de l'heure si tu es payé 100 pièces de l'heure à ta job, ben je trouve pas que ça fait du sens ben là. C'est quand je vois des gens dire ça, on dirait qu'ils font juste être ça, là, être efficace 100% de leur vie. Tu sais, moi, le soir, quand les filles sont couchées de 7 à 11, je travaille parce que je vaux 100 pièces de l'heure. C'est pas vrai que je vais aller faire des sandwichs pour mes filles, tu sais. Anyway. Donc, il parle de levier du temps, mais je suis pas 100% d'accord avec ça. Ensuite, le levier des compétences. Donc, il dit d'investir dans soi-même, c'est plus important. Il compare des rendements en bourse, que ça peut être bien, mais c'est bien mieux, selon lui, de te développer et de faire 60 000 de plus par année que d'aller chercher 1000 pièces de plus de rendement avec ton 10% supplémentaire sur ton 10 000 placé parce que tu as fait 23 000 pièces dans l'année. Donc, si tu fais 23 000 pièces puis tu es juste capable d'investir 1000 pièces, mais que tu vas chercher 10% de rendement avec ça, bien, tu serais mieux de faire 0% de rendement selon lui, mais d'avoir une meilleure job puis de faire 83 000 par année au lieu de 23 000 par année. Donc, attention, il faut faire attention, attention, il faut faire attention de ne pas se former pour se former là, dans des domaines avec peu de potentiel non plus. Donc, en gros, le rendement passif là, avec les rendements en bourse ou l'immobilier ou peu importe, ce n'est pas la première étape. Avant de commencer à investir, tu dois augmenter ta valeur, donc ton levier des compétences, pour être en mesure de dégager plus d'argent dans le futur, puis investir ensuite en immobilier, en bourse ou dans des entreprises privées. Le troisième levier qui est présenté par l'auteur, c'est le levier de la clientèle. Donc, lui, il dit que la clientèle plus fortunée, c'est des profits qui sont supérieurs sans nécessairement faire plus d'efforts. Donc, ça revient au truc qu'on a vu dans un des épisodes précédents, là, que le plus dur, c'est de trouver des clients. Donc, que ton produit soit 100$ ou 1000$, tu serais mieux de prioriser des clientèles plus fortunées lorsque tu peux le faire. Donc, vous devriez vendre 10 produits au lieu de 100, ce qui est beaucoup plus facile, pas 10 fois plus facile, mais c'est quand même un peu plus facile de vendre 10 produits plus chers que 100 produits moins chers selon les différents auteurs que j'ai lus. J'ai jamais rien vendu, à part de la limonade des fois avec mes filles dans la rue, puis ça ne pogne pas bien, donc je ne suis pas le meilleur pour donner des conseils là-dessus. Ça nécessite cependant une démarche un peu plus grande, selon l'auteur, pour cibler des clients qui ont plus d'argent, donc il faut comprendre exactement leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent un service personnalisé, des produits haut de gamme, etc. Cinquième élément de synthèse, je termine avec les autres chapitres en rafale. Donc, j'ai résumé là, les chapitres 12, chapitres 9, 8 et 3. Donc, je trouvais quand même d'autres chapitres intéressants, donc je voulais quand même vous partager ce qui était dit dans ceux-ci. Donc, le chapitre 1, on parlait des objectifs pour tracer son chemin. Donc, dans ce chapitre-là, il parlait d'avoir des objectifs SMART selon tes aspirations personnelles et surtout de faire attention là, aux croyances limitantes qui sont souvent instaurées par notre entourage. Donc, par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur, je ne mérite pas d'avoir trop d'argent, les riches sont égoïstes, l'argent crée des problèmes, je dois travailler dur pour avoir de l'argent. Donc, l'auteur dit que ces croyances-là vont freiner votre capacité à gérer, gagner plus d'argent et de manière positive aussi, là. Donc, ça peut provenir soit de votre éducation, de votre culture, de vos expériences ou bien de la société en général. Dans le chapitre 2, on parlait plutôt de se libérer de l'anxiété financière. Donc, il comparait la gestion de ses finances personnelles à celle d'une compagnie. Si tu fais de l'anxiété financière, tu devrais d'abord avoir un budget, gérer ton cash flow, donc tes entrées, tes sorties d'argent,
mais pas dans le passé comme le budget. Tu devrais prévoir dans le futur tes entrées, tes sorties d'argent pour ne plus avoir de surprises. Ensuite, avoir un fonds d'urgence et réinvestir lorsque tu vas être capable tes bénéfices dans l'entreprise, donc investir tes surplus en considérant les rendements. Donc, où est-ce que tu es mieux de placer ces surplus-là pour favoriser la croissance de ton patrimoine, de ton entreprise personnelle, on va dire? Donc, c'est le même principe pour lui. Si tu veux te libérer de l'anxiété financière, c'est de budgéter et d'avoir un plan de dépenses conscient. Dans le chapitre 4, il parlait plutôt de la frugalité n'est pas une solution. Il dit que c'est plus facile de diminuer les dépenses que d'augmenter ses revenus, mais que la frugalité a des limites. Puis c'est vraiment la base du livre, là. Son livre est axé sur l'augmentation des revenus. J'ai pas tant aimé ce chapitre-là parce que c'était comme si le problème, c'était juste que les gens ne voulaient pas payer d'impôts en gagnant plus d'argent. Comme si les gens frugaux étaient des gens qui avaient peur de payer de l'impôt et voulaient donc pas gagner plus d'argent. Il y a beaucoup de concepts qui étaient mélangés ici dans ce chapitre-là, que j'ai traité en surface. Et je ne suis pas frugal non plus ou fan de ce concept-là, donc je ne le protège pas. Mais je trouvais que le chapitre était rédigé comme si les gens frugaux, c'est juste parce qu'ils ne voulaient pas payer d'impôts, alors que des fois, c'est un style de vie ou c'est juste pour arrêter de surconsommer. Bref, c'était pas mon chapitre préféré. Chapitre 5, la valeur d'une perle rare. Donc, il parlait de l'offre et de la demande, comme il le fait souvent sur son podcast, là. Si vous voulez être en demande, vous devez augmenter votre valeur et vous allez pouvoir ainsi demander plus d'argent. Donc, ça revient au propos de McSween là, dans Liberté 55, augmenter sa valeur. Il dit notamment que de se créer un réseau de contacts dans son domaine d'expertise, c'est une valeur importante parce que ton employeur ne va pas vouloir que tu quittes avec ton réseau de contacts et ton domaine d'expertise. Donc, tout comme tes performances, si tu es bon dans ce que tu fais, tu deviens difficile à remplacer, puis ça, ça se paye. Dans le chapitre 6, il disait s'enrichir en offrant une solution. Donc, pour lui, la clé pour avoir plus de revenus, peu importe tes qualités humaines, pour réussir en affaires, il faut offrir une solution à quelque chose. Dans le chapitre 7, il parlait plutôt de tirer profit de la persuasion. Donc, ce que je retenais de ce chapitre-là, c'est que la pire façon de s'enrichir, c'est d'être salarié. Je trouve ça un peu extrême, là, sachant que certains salariés peuvent faire en haut de 150 000 par année puis investir un gros pourcentage de leur salaire, même si on paye beaucoup d'impôts parce qu'on n'a pas la même flexibilité fiscale là, qu'un entrepreneur ou une entrepreneur. Donc, en gros, il dit que la façon la plus accessible de s'enrichir, c'est d'être dans la vente à commission. Chapitre 10, comment vaincre la peur de l'échec. Il disait de prévoir sa transition du salariat à l'entrepreneuriat, s'assurer que cette transition-là soit progressive pour éviter d'avoir un échec retentissant. Ce que je retenais surtout de tout ça, c'est de revoir sa définition de l'échec. Échouer, pour moi, c'est apprendre puis acquérir de l'expérience. On ne connaît pas juste des succès en affaires, selon moi. Chapitre 11, démarrer une entreprise sans un sou. Il disait que c'était difficile, mais c'est possible si tu as un produit minimum viable, un PMV qu'il appelle. Donc, il s'agit de tester un produit sur le marché avant même de faire un plan d'affaires pour voir s'il y a de l'intérêt. Une genre de petite étude là, de marché à faible coût. Sinon, tu peux avoir des partenaires actifs ou passifs pour commencer. Et il termine ce chapitre-là en disant que l'attention peut générer du profit, comme une présence sur les réseaux sociaux ou bien avoir un podcast comme lui qui vend des formations de trading et des conseils en entreprise. Enfin, le dernier chapitre que je n'ai pas parlé aujourd'hui, le chapitre 13, 1 million de dollars en 90 jours, il dit de ne pas croire ce genre de titre-là, justement, de ne pas succomber aux supposés raccourcis. Il faut être patient et constant, c'est tout, en affaires comme dans vos placements, j'ajouterais. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre, et ça, c'est une citation de Louis XIV selon l'auteur. En conclusion, je dois avouer que j'ai été un petit peu déçu du livre. Il est super bien écrit, puis il y a une mise en situation à chaque chapitre là, qui oriente la lecture du livre, puis le visuel est super léger, là, il est facile à lire le livre. Par contre, le fil conducteur des 5 premiers chapitres m'a presque fait décrocher. On nous dit au début qu'on va nous apprendre à faire plus d'argent, mais on part le livre en parlant de la frugalité puis de l'anxiété financière. Ça s'améliore un peu dans les chapitres 6 et 7, puis ça s'améliore encore par la suite jusqu'à la fin du livre. Je suis peut-être un peu sévère parce que j'avais vraiment des attentes élevées parce que j'aimais l'orientation très novatrice du livre de se concentrer sur les revenus et pas les dépenses comme la plupart des livres sur les finances, mais je reste quand même sur mon appétit. Je reviens sur les mises en situation qui sont vraiment intéressantes, mais je trouve qu'on reste beaucoup en surface dans les concepts abordés. Je ne suis pas certain que ce livre-là m'aiderait à me lancer à mon compte en entreprise parce qu'on le fait juste effleurer la surface avec des conseils très généraux comme augmente ta valeur avec 2-3 exemples rapides, résiste à la pression sociale, travaille dans ce qui te passionne, assure-toi que ton produit va fonctionner avant de commencer à le vendre. Tu sais, c'est toutes des choses
très en surface pour moi. Et le livre Créer son entreprise au Québec pour les nuls est beaucoup plus lourd, mais va vous permettre vraiment, je pense, de partir votre entreprise et non pas juste de connaître la surface. Est-ce que je recommande le livre? Je suis un peu mitigé. Je trouve que la langue adoptée en vaut la peine, mais je ne suis pas sûr que c'est un livre qui va changer votre vie. Je vais continuer d'écouter son podcast de temps en temps, mais je ne pense pas relire son livre de sitôt. Donc, le key point, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Travaille dans quelque chose que tu es bon, qui te passionne et que la société désire, idéalement à ton compte et pas comme salarié. La semaine prochaine, sujet de discussion, est-ce qu'on devrait déléguer la gestion de nos finances à un professionnel? Et ce jeudi, 4 actions analysées: Taiwan Semiconductor, donc TSM, Novo Nordisk, NVO, Qualys, QLYS et NAPCO Security, NSSC. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.